Une heure d'édition spéciale pour mieux comprendre la situation sur le terrain d'un point de vue sécuritaire et militaire. Ensemble sur l'émission Défense avec nous ce soir, Océane Nicole, comme tous les mercredis soirs, merci d'être avec nous. Amit Assa, vous êtes ancien cadre du Shabak, des renseignements intérieurs israéliens. Également David Chacham, le dernier officier de l'armée israélienne à avoir officié à l'intérieur de la bande de Gaza lorsqu'il était responsable de l'administration des territoires. Merci d'être avec nous. David, je viens à vous dans un instant. Alors pour mieux commencer, Amit, j'aimerais comprendre. J'ai été attaqué hier sur la toile, sur Twitter, de partout, lorsque j'ai publié le fait que l'armée israélienne, pendant 48 heures, a mis la main sur 1 milliard de shekels. Et on m'a dit, sur Twitter, j'avoue qu'on ne doit pas faire forcément attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que l'armée israélienne vole, que l'armée israélienne fait un casse dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez leur répondre, s'il vous plaît? Oui, d'abord, pour ce qui est des réseaux sociaux, il faut bien comprendre que les réseaux sociaux viennent du peuple, de la population. Et il faut prendre cela en compte, ça fait partie de notre réseau de communication aujourd'hui. Et donc, si les choses n'étaient pas assez claires, il faut les clarifier. D'un côté, nous parlons d'argent qui est l'argent du Hamas, de l'argent d'une organisation terroriste. On ne parle pas d'argent privé, on ne parle pas d'argent dans une banque où quelqu'un fait un casse, alors que c'est de l'argent public. Non, c'est de l'argent qui appartient à une organisation terroriste. Une partie de cet argent a été pris dans les maisons des terroristes, d'autres dans leurs quartiers généraux, et d'autres sommes ont été trouvées dans des coffres-forts du réseau terroriste dans la banque. Donc il faut bien comprendre ça. Deuxièmement, nous sommes un État organisé, un État de droit, et l'armée, la police et les autres organismes, quand ils mettent la main sur des choses appartenant à des organisations criminelles ou terroristes, cet argent est pris et est déposé de manière légale. Et en fin de compte, on décide au niveau international que faire avec cet argent. Ce n'est pas de l'argent qui rentre dans les poches de qui que ce soit, mais il faut s'en souvenir. Premièrement, ce n'est pas de l'argent qui soit utilisé pour quoi que ce soit, mais c'est de l'argent qui reste pour décider ultérieurement au niveau international que faire avec cet argent. Et deuxièmement, il s'agit d'argent terroriste, de l'argent qui devait servir à payer des terroristes, qui devait servir à acheter des armements, qui devait être utilisé pour faire toutes les activités que nous voyons faire par le Hamas dans la bande de Gaza, creuser des tunnels et créer une infrastructure de roquettes pour menacer Israël et ses citoyens. C'est donc de l'argent qui appartient au terrorisme. Au moins, ça c'est clair, c'est précisé. J'ai voulu vous faire venir parce que cette semaine, plusieurs informations, certes peut-être sans doute contradictoires. Les Égyptiens ont dit pas du tout, les Israéliens non plus. Yahya Sinwar n'est pas en Égypte, il est toujours dans la bande de Gaza. La question est de savoir, lorsque le ministre de la Défense, Yoav Gallant, dit que la brigade du Hamas a quasiment un genou à terre. C'est là que votre ancienne maison, le Shabak, rentre en jeu. Parce que ça veut dire comment on prépare le Hamas de demain ? Comment on prépare le Gaza de demain? Votre avis sur la question? D'abord, nous comprenons que plus les combats se renforcent, plus on a de renseignements. Et le Shin Bet, le Shabak, qui travaille dans le renseignement, il n'y a pas que le Shin Bet, il y a aussi l'armée qui a les services de renseignement militaires, et ensemble, ils travaillent dans ce domaine. Et en fait, ils font deux choses. Premièrement, ils recueillent des renseignements tactiques pour que les combattants aient des renseignements en temps réel pour pouvoir remplir leur mission. Deuxièmement, nous collectons beaucoup de renseignements sur l'opinion publique, sur le Hamas comme organisation, sur les Palestiniens à Gaza de manière générale et leur point de vue sur comment faire pour coopérer ou créer une paix à l'avenir avec ou sans Israël. Et donc, ça fait partie des choses que le Shin Bet et les renseignements militaires traitent au niveau général, pas seulement au niveau tactique. Cela
veut dire qu'une partie des choses que nous remarquons aujourd'hui et donc prend en considération, c'est voilà de quoi on parle quand on parle du lendemain de la guerre. Quand on aura liquidé le Hamas comme organisation contrôlant Gaza, il y a là une population qui va devoir se relever et se réorganiser. Moi, ce qui me gêne dans c'est pas ce que vous dites, c'est la situation actuelle. C'est que je lis que le Hamas de l'extérieur est en train de réfléchir comment remplacer Yahya Sinwar. Pourquoi Israël, pourquoi le Shabak, Ronen Bar, pourquoi le chef, pourquoi d'autres organismes ne disent pas mais il n'en est pas question. Cela n'existera pas. Il n'y aura pas de remplaçant à Yahya Sinwar. Une partie des choses que l'on dit ou qu'on ne dit pas, ça ne veut pas dire ce qu'on pense ou ne pense pas. Prenant en compte qu'il s'agit de gens qui s'occupent de renseignement. Je n'attends pas de Ronen Bar ou d'autres chefs du renseignement disent ce qu'ils pensent. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Et je peux vous dire avec certitude que l'idée n'est pas de remplacer Sinwar. Sinwar n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent ici, c'est une organisation qui a une idéologie, une culture liée aussi à une population. Il faut prendre ça en compte. Ceux qui vivent aujourd'hui à Gaza, la majorité d'entre eux sont des gens qui sont de l'opinion du Hamas. Ce n'est pas que le Hamas contrôle le Gaza, mais Gaza, c'est le Hamas. Et il faut se souvenir de cela. Quand on dit que quelqu'un remplacera Sinwar, non, il n'y a personne pour remplacer Sinwar au Hamas parce que le Hamas n'existera plus comme organisation contrôlant la bande de Gaza. Et donc, il y aura une autre organisation, en fin de compte, sous les limitations de la sécurité israélienne. Au fil du temps, Israël devra être présente à Gaza pour préserver la sécurité, mais avec cela, il faudra qu'il y ait une administration civile palestinienne qui ne sera pas militant et qui gérera les Palestiniens vers une autre ère, une ère de paix, mais ça prendra des années, pas des semaines. Et c'est certainement pas le Hamas qui dirigera tout cela. Vous avez peut-être une question concernant ça, le lendemain de Yahya Sinwar ou l'après Hamas dans la bande de Gaza, Amit? C'est ce que essaye de penser l'armée israélienne, de déjà penser à un petit peu l'après bande de Gaza. Et on se souvient que selon en tout cas les médias saoudiens, Sinwar, on ne sait pas encore où il est, mais en tout cas selon eux, il serait peut-être en Égypte. Mais la seule indication qu'on a de la part de l'armée israélienne, c'est ce qu'ils ont dit hier, où en effet on n'a aucune précision, aucune information selon lesquelles Yahya Sinwar est toujours dans la bande de Gaza, où il se serait donc échappé via les tunnels dont sont habitués le Hamas en territoire égyptien. Je peux parler de manière importante, à mon avis, de cela. Sinwar n'est pas tellement important. Écoutez, c'est pas la peine de le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. Oui, c'est lui, d'accord. C'est un architerroriste, mais c'est pas un dirigeant, c'est pas un leader. Il pense pas au peuple palestinien. Il ne pense qu'à lui et à sa position comme chef terroriste. C'est vrai que maintenant, dans la mesure où si nous mettions la main sur Sinwar, ce serait très important pour la guerre contre le Hamas. Mais je baisserai un petit peu l'importance de Monsieur Sinwar. Il n'est pas si important que ça. C'est un architerroriste. C'est par rapport à une organisation criminelle. C'est le chef de la mafia. On voit comment il gère l'argent. C'est tout ça en liquide et on sait exactement comment fonctionnent les groupes criminels. Alors, il faut se calmer autour de l'importance de Sinwar. Mais à propos de négociations, Sinwar aujourd'hui contrôle les otages et c'est ça qui nous importe. Et c'est avec lui qu'il va falloir négocier pour ça. Et pour l'instant, ce que nous comprenons, c'est que le lien entre le Hamas étranger et Sinwar est problématique. Et c'est probable qu'il n'ait même pas de contact parce qu'il est quelque part poursuivi. Il est en train de fuir. Il se comporte comme une personne recherchée. Et il ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Ce que fait Haniyeh ici, dirigeant le Hamas extérieur, il donne un peu le sentiment que le Hamas est en contrôle de la situation et pose des conditions sur table qui sont totalement délirantes. Pourquoi est-ce qu'il propose ces conditions délirantes? Il n'est plus en contact avec Sinwar, mais il sait que Sinwar en serait d'accord, parce que de toute façon, tout le monde en serait d'accord, évidemment, du côté des terroristes.
Merci. Amintassa, vous restez avec nous parce que j'aimerais me tourner justement pour mieux comprendre. Parce que on peut parler renseignement, on peut parler de l'armée israélienne, mais celui qui comprend la culture du Hamas, c'est David Raham. Vous étiez dans la bande de Gaza lorsque le Hamas est né, quand même, en 1987. D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que signifient les initiales des mots Hamas ? Alors, d'abord, le mot Hamas en arabe veut dire enthousiasme, fanatisme. Mais quand on parle du mouvement du Hamas à Gaza, on parle d'un acronyme de 3 lettres en arabe, Ha, Mim, Alif. Donc, Mim Alif, c'est Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, le mouvement de l'opposition islamique. Et donc, je peux vous dire à ce propos que quand je vous donne ce nom du Hamas, il faut toujours se demander, quand on entend ce nom, elle a été créée, cette organisation, à Gaza pour le peuple palestinien. Tous les autres mouvements sous les auspices de l'OLP, et le mot OLP, Organisation de libération de la Palestine, tous ces mouvements incluent le mot Palestine. Le Front populaire pour la libération de la Palestine, le Front démocratique pour la libération de la Palestine, et même le Parti communiste palestinien. Et tous ces mouvements, donc, contiennent le mot Palestine. Là, au Hamas, il n'y a rien de Palestine. Et on peut se demander, comment est-ce que c'est possible que dans l'arène palestinienne se crée un mouvement où il n'y ait aucune définition précise concernant les Palestiniens? Et la réponse à cela, c'est que nous parlons là d'un mouvement qui a pour orientation l'islam général. Ça n'est pas limité au territoire palestinien. C'est considérer le renouveau de l'empire islamique comme objectif essentiel pour la suite. Mais attendez, je dois aussi rajouter, j'ai eu beaucoup de conversations avec le Cheikh Ahmed Yassine, qui a été le fondateur du Hamas au début de la première intifada. En fait, le Hamas a été créé officiellement le 14 décembre 1987. La première intifada éclate le 9 décembre 87. 2 jours plus tard, le 11 décembre, il y a eu une réunion nocturne chez Ahmed Yassine, que j'ai rencontré souvent, avec les 5 premiers dirigeants du Hamas de l'époque, qui décident de se jeter à l'eau et créer l'organisation du Hamas le 14 décembre 87, jour où il y a eu le premier pamphlet du Hamas. Alors, de tout ce que je vous dis, c'est sur la base de mes conversations avec tous les dirigeants de première ligne du Hamas, y compris le Cheikh Ahmed Yassine. Et je vous l'ai déjà dit, le point central, le point de vue du Hamas est au niveau de 2 étapes idéologiques. Première étape, c'est l'étape de la destruction d'Israël, liquidation d'Israël et création d'un État palestinien dans des frontières déterminées de la mer Méditerranée jusqu'au fleuve du Jourdain. Un État palestinien islamique. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important parce que cela veut dire que lorsque les manifestants en France, aux États-Unis, dans le monde disent de la mer au Jourdain, ils ne font reprendre que la charte du Hamas ? Exactement, c'est la clé de tout cela, c'est la base. Le Hamas parle et le Cheikh Yassine parle de la création d'un État palestinien islamique au premier stade dans des frontières déterminées de la Méditerranée au fleuve du Jourdain. En fait, c'est un slogan du Hamas, cette question d'un État palestinien de la mer au fleuve. Opérationnellement, cela signifie effacer Israël, destruction d'Israël, inexistence d'Israël. Et je dois vous dire que avant même la première intifada et même à ses débuts, les slogans à l'époque étaient Zawal Israël, donc destruction d'Israël,
qui est un ordre du Coran. Et donc l'idéologie du Hamas est basée sur la tradition islamique, le Coran, les hadiths, et il n'y a pas de place pour un État juif, un État d'Israël sur cette zone qui est l'État palestinien. Lorsque l'ancien cadre du Shabbat Communauté d'Assad dit que le Hamas n'est pas Gaza, c'est Gaza qui est hamasite, qui est le Hamas est omniprésent. Ça veut dire que si demain il n'y a plus de leadership du Hamas, qu'il soit militaire ou politique dans la bande de Gaza, les civils ont été bercés par cette idéologie du Hamas. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette idéologie ? Je vais vous dire, vous avez tout à fait raison. Écoutez, je dois dire autre chose à propos de ce qu'a dit aussi Amit. Nous sommes maintenant au cœur de la guerre à Gaza. Ça prendra encore quelques mois et jusqu'à ce que ça se termine. Mais après la guerre, après cette première étape militaire, Israël doit absolument avoir le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza. Et ce que je dis, c'est sécuritaire, c'est la capacité de Tsahal d'arriver partout dans la bande de Gaza pour empêcher le terroriste, pour arrêter les terroristes, pour empêcher les activités de subversion. Ça, c'est absolument obligatoire. Quand je parle de l'armée, avec une aide du Shin Bet, évidemment. Ces deux organismes doivent coopérer pour le contrôle sécuritaire de Gaza. Et ça, c'est absolument nécessaire. Il faut bien comprendre, les gens ne le savent pas. Et liquider militairement le Hamas, cela ne veut pas dire que vous avez liquidé le Hamas. Et je dois dire encore un mot. En arabe, on parle de dawa. Quand vous avez liquidé le Hamas comme organisme militaire, vous devez démanteler tout le système du dawa, c'est-à-dire le système islamique civil, c'est-à-dire les jeunes élèves, les bébés qui sont élevés à la haine. Donc tout ce système d'appel à la haine d'Israël, toutes les organisations de bienfaisance pour influencer sous l'islam sur le terrain, c'est l'éducation islamique, c'est toute la violence, c'est les répétitions des principes de l'islam contre Israël, etc., dans les écoles, dans les jardins d'enfants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et depuis 40 ans, depuis la première organisation du Hamas Mujahid Islami en 1979, les bébés boivent avec le lait de leur mère la haine d'Israël. Et je dois dire que cette question de haine est tellement profondément enracinée dans les conceptions et dans les relations à Israël. Et là, la haine, je ne peux dire qu'un seul mot. Je me rappelle de mes premiers rendez-vous avec les activistes centraux de ces groupements islamiques et du Hamas. Chaque rencontre jusqu'aujourd'hui, il y en avait un qui s'appelait Abdelaziz El-Rantisi, qui est né à Khan Younes. Sa famille venait du village Rantis en Judée à Samarie, il s'est installé à Gaza. Et je me rappelle de ces rencontres avec lui. Chaque fois que je le rencontrais, pas lui seulement, je sentais pendant les rencontres comment dans ses yeux, il me lance des flèches de haine. J'avais envie, ça me brûlait le corps, cette haine. C'était terrible. La haine est tellement vibrante et tous les dirigeants que j'ai rencontrés du Hamas, sans exception, cette haine, et Ismail Haniyeh, il était chez moi tous les 15 jours dans mon bureau, ils sont pleins de haine. Ahmed Dahar, qui a été liquidé au début de cette guerre à Gaza, président du Parlement du Hamas à Gaza, liquidé il y a 3 ou 4 mois, avec lui aussi, on sentait cette haine dans leurs yeux et c'était très frappant, de manière vraiment invraisemblable, cette haine. Et dans toutes les rencontres que j'ai eues avec ces activistes du Hamas, ce rapport à Israël, c'est pas seulement dans des rencontres, mais aussi dans leurs écrits. Regardez la charte du Hamas, je ne sais pas si vous le savez,
août 1988, la charte du Hamas, Mifat Hamas, la charte du Hamas en arabe, celui qui l'a écrit, un de ses écrivains, le Cheikh Ahmed Yassid, que j'ai rencontré des dizaines de fois, même en prison. Cette charte contient vraiment tout ce que vous voulez comme expression de haine d'Israël. Et je m'arrêterai là. Et dans cette charte, il y a un seul hadith. Pour le service du prophète. Et le seul hadith qu'il y a dans cette charte, c'est au jugement dernier, quand les musulmans se battront contre les juifs et qu'après cette guerre, il ne restera plus qu'un seul juif sur terre et ce juif se cachera derrière un arbre, c'est ce qui est écrit dans ce hadith, et que le musulman poursuivra ce dernier juif pour le tuer et ne le trouvera pas. Eh bien, dans cette situation dramatique, c'est ce qui est écrit dans ce hadith, dans ce verset, Allah interviendra et dira à ce musulman qui cherche ce dernier juif, il lui dira « Ô musulman, ô serviteur de Dieu, derrière cet arbre, je suis l'arbre qui le cache, viens et tue-le. » C'est le seul hadith, le seul verset dans cette charte, et ça vous donne un bon résumé de la situation. Difficile à entendre, mais c'est la pure vérité. Merci David Raham, merci Hamid Assad d'avoir été avec nous. Et c'est par rapport à ces paroles que vient de nous dire notre invité que le débat se joue encore et toujours à la Cour internationale de justice. Alors peut-être que les juges, justement, n'ont peut-être pas entendu ou compris la charte du Hamas sur place. Regardez, Jérémy Roud. Plus d'une dizaine de pays ont déjà présenté leurs arguments devant la Cour internationale de justice depuis lundi, dans le cadre de la demande de l'Assemblée générale des Nations unies d'émettre un avis non contraignant sur l'occupation de la Cisjordanie par Israël. Ce mercredi, l'Égypte a pris la parole. Combien de temps encore le peuple palestinien devra-t-il attendre avant de pouvoir exercer ses droits légitimes en vertu du droit international? Pendant combien de temps encore les Nations unies continueront-elles à gérer les conséquences humanitaires des violations israéliennes sans s'attaquer à leurs causes profondes? L'histoire nous jugera sur la façon dont nous réagissons aujourd'hui. À sa suite, ce sont les États-Unis qui se sont exprimés. Les représentants de Washington ont affirmé que la Cour ne devrait pas demander à Israël de se retirer immédiatement et sans condition de la Cisjordanie. Un mouvement vers le retrait d'Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza nécessite la prise en compte des besoins très réels d'Israël en matière de sécurité. Ces besoins de sécurité nous ont été rappelés le 7 octobre et ils persistent. Malheureusement, ces besoins ont été ignorés par de nombreux participants lorsqu'ils ont affirmé comment la Cour devait examiner les questions qui lui étaient soumises. Les États-Unis affirment aussi que la seule manière de régler la question de l'occupation est via des négociations et un échange de territoire pour la paix, pas dans une cour de tribunal. Le principe de la terre contre la paix a été adopté par les Israéliens et les Palestiniens dans les accords d'Oslo. Cela reste la seule base pour parvenir à une paix durable et le cadre dans lequel les États-Unis poursuivent leurs efforts. Washington est le seul pays, hormis les Fidji, à défendre Israël face à la Cour internationale de justice. Durant la journée, les Émirats arabes unis, signataires des accords d'Abraham, ont insisté sur le non-respect du droit international par Israël. Dans les prochains jours, de nombreux participants, dont les Royaume-Uni, le Qatar ou encore l'Union africaine, prendront la parole. Et on se tourne désormais vers la côte ouest des États-Unis. Joe Trustman, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez intervenir dans un instant. Mais voilà, vous êtes là, les directs. Joe Trustman, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au FDD, c'est un think tank. Vous êtes spécialiste des groupes terroristes palestiniens. Joe Trustman, d'abord, votre regard sur le soutien des États-Unis, le soutien stratégique pour l'instant. Est-ce qu'il est remis en question, selon vous, ou alors il reste pour l'instant égal à lui-même? Eh bien, l'assistance des États-Unis, du gouvernement américain, ont donné à Israël a été très important, en particulier durant les premiers jours de la guerre. C'était très important parce qu'il y a une menace pas seulement de Gaza,
mais aussi du nord aussi par le Hezbollah. Et je crois que l'assistance des États-Unis, l'assistance militaire qui a été donnée pendant ces premiers jours cruciaux a été très, très important. Maintenant, ça fait maintenant 4 mois qu'il y a des combats et Israël a besoin plus que tout maintenant, c'est du temps et de l'espace pour terminer son opération militaire à Gaza. OK? Donc, jusqu'à présent, nous avons vu les militaires israéliens démanteler le Hamas, les bataillons et brigades du Hamas dans le nord, et maintenant ils le font dans le sud. Nous le voyons en particulier maintenant avec la ville de Rafah. Tout le monde anticipe l'opération terrestre à Rafah, mais elle n'a pas encore eu lieu. En tout cas, si Israël souhaite éliminer le Hamas, ou au moins les enlever du pouvoir à Gaza, ils doivent prendre Rafah. Et Israël a besoin de l'aide des États-Unis pour cela. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais plus on s'approche de Rafah, qu'Israël va bientôt éliminer le Hamas de Gaza, nous voyons les États-Unis avec certaines hésitations à cause des victimes civiles éventuelles à Gaza, à Rafah. Et pour l'instant, tout s'est bien passé. Il faut que ça reste dans cette circonstance, dans cette situation. George Ousmane, vous êtes en relation généralement avec les décisionnaires justement de cette stratégie américaine. Vous les étudiez, vous les analysez de manière quotidienne. Pourquoi sont-ils hésitants aujourd'hui sur la question de Rafah, sachant qu'elle est essentielle en termes de guerre? Les États-Unis n'en sont pas à leur première guerre. Ils ont combattu en Irak, en Afghanistan, en Somalie. Ils savent que tant que la guerre n'est pas terminée, tant que les objectifs militaires ne sont pas terminés, la guerre elle-même n'est pas terminée. Je comprends tout à fait. Je pense qu'il y a, en tout cas, pour ce qui est des alliés d'Israël, de manière spécifique les États-Unis, il y a beaucoup de pression interne dans l'administration et bien sûr, nous le voyons ici aux États-Unis avec les protestations civiles, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde contre Israël et son opération militaire. En tout cas, il nous faut comprendre ici que ce que vous avez évoqué, qu'Israël est proche de la destruction du Hamas. Je ne pense pas qu'on a été jamais aussi proche de les chasser du pouvoir à Gaza. Donc, je pense qu'il y a énormément de pression, non seulement à l'intérieur, aux États-Unis, mais de manière internationale. C'est pourquoi nous voyons des attaques, par exemple en mer Rouge, les Houthis, soutenus bien sûr par l'Iran, qui attaquent des vaisseaux militaires et commerciaux, et nous voyons aussi, en tout cas ces derniers mois, des attaques contre des intérêts américains en Irak et en Syrie par des milices irakiennes soutenues par l'Iran. Il y a beaucoup de pression qui s'exerce ici, encore une fois, pas seulement sur Israël, mais sur de la part des alliés aussi. Et c'est là la stratégie de l'Iran. Ils veulent faire pression sur Israël et ses alliés pour les forcer à un cessez-le-feu. C'est exactement ce dont nous sommes témoins maintenant. Joe, vous avez écrit à plusieurs reprises contre le financement de ces ONG comme l'UNRWA par exemple, qui est complètement attaqué de l'intérieur par le Hamas et qui coopère avec le Hamas. Vous avez écrit également récemment combien il ne fallait pas récompenser le terrorisme du 7 octobre par la création d'un État palestinien maintenant. Par rapport à la situation justement et tous ces organismes qui tournent, comme l'UNRWA, qui tournent autour d'une possible création d'un État palestinien. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, de votre point de vue, depuis les États-Unis, vous expliquez cela? Alors, le problème, je ne pense pas que les gens comprennent vraiment, en dehors d'Israël, le fait que pratiquement tout à Gaza, que ce soit les ONG, la police, les hôpitaux, tout
est contrôlé par le Hamas d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous voyons. Et les gens ne le savent pas. Et c'est pas nouveau. On le sait depuis des années. Mais maintenant, pendant cette guerre, il y a de plus en plus de preuves de cela, en particulier avec l'UNRWA et avec les hôpitaux, où en dessous de ces hôpitaux, il y a des QG et des tunnels, des QG militaires. Et ce qui est spécifique avec l'UNRWA, c'est qu'ils sont totalement en fait noyautés par le Hamas, qui utilise l'UNRWA pour des activités militaires. Et vous n'avez pas besoin de me croire, l'armée israélienne en fait la preuve. Et nous savons aussi que ces groupes sont membres de l'UNRWA et qui ont participé aux attaques terroristes du 7 octobre contre Israël. Donc l'UNRWA, on ne peut pas lui faire confiance maintenant. Et ça, c'est un problème. C'est le problème avec, pour les Israël avec l'UNRWA, et c'est quelque chose que l'on peut bien comprendre. Donc je ne vois pas. Je ne vois pas comment l'UNRWA, sous sa forme actuelle, pourrait continuer à travailler à Gaza. Ça avait des problèmes. Et alors l'idée d'un potentiel État palestinien, ben ça c'est même pas envisageable bientôt à mon avis. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Merci, Joe Trustman, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, je rappelle, chercheur au FDD. C'est un think tank qui réfléchit justement sur la manière dont les relations aussi israélo-américaines en termes de stratégie et cette relation au Proche-Orient. Merci d'avoir répondu à nos questions. Thank you. Merci. Océane, on revient sur l'actualité du terrain. D'abord dans le sud, que se passe-t-il dans la bande de Gaza? Dans la bande de Gaza, les combats qui se poursuivent toujours principalement autour de la ville de Khan Younes, donc dans le sud de la bande de Gaza. Ces dernières 24 heures et aujourd'hui, il y a eu encore une fois plusieurs dizaines de terroristes qui ont été éliminés, des infrastructures terroristes qui ont été ciblées par des frappes aériennes et des éliminations ciblées donc de l'aviation de Tsahal. Il y a eu aussi plusieurs saisies, des saisies d'armes, des saisies de drones, de munitions, d'explosifs, donc beaucoup d'infrastructures qui ont donc été éliminées. Il y a aussi une cellule terroriste qui avait tiré des obus de mortier sans faire de blessés en direction des forces israéliennes qui a été éliminée. Il y a aussi un tunnel qui a été découvert toujours dans cette ville de Khan Younes dans le sud, un tunnel qui a été utilisé par les dirigeants du Hamas selon Tsahal. Il s'étend sur plus d'1 kilomètre et à l'intérieur, eh bien, on a vu toutes les commodités que les terroristes utilisent avec de l'eau, de l'électricité, tout le nécessaire pour du fromage ici, du Nutella, sachant que la population palestinienne n'a absolument rien à manger et on voit dans les ça confirme une nouvelle fois que l'aide humanitaire, pour ceux qui ne le croyaient pas, est bien volée par les terroristes du Hamas. Ça, c'est pour les combats qui se concentrent donc autour de Khan Younes. Il y a là aussi la question, et vous en avez parlé, Mathias, de Rafah. Rafah, c'est le dernier bastion du Hamas. Et on l'entend du côté des hauts responsables israéliens, que ce soit Benjamin Netanyahou, Herzi Halevi, chef d'état-major, Yoav Gallant, ministre de la Défense. Une victoire totale de Tsahal implique une opération à Rafah. Une opération qui semble imminente, elle va se préparer, elle va mettre du temps à mettre en place, puisqu'on sait qu'il y a des Gazaouis, plus d'1,3 million, qui sont justement dans cette ville du sud. Donc Tsahal va essayer une nouvelle fois d'empêcher le plus de victimes civiles. Donc en attendant une véritable opération terrestre dans cette ville, eh bien, il y a des petites opérations ciblées. On a vu aujourd'hui ces véhicules qui ont été ciblés, frappés par l'aviation de Tsahal. Des véhicules où à l'intérieur il y avait les chefs du réseau financier du Hamas. Ça s'est passé à Rafah justement. Ils ont évidemment été éliminés. On imagine donc qu'il y aura une opération imminente. Encore une fois, on ne sait pas quand, puisque vous en avez parlé avec votre invité. Si elle est envisagée et imminente, elle semble imminente du côté de l'armée israélienne, elle est, même si elle n'a pas encore commencé, vivement critiquée par la communauté internationale. Merci Océane Nicole. Et vous signez un sujet qui nous tient à cœur. Particulièrement difficile en tout cas, c'est le problème des suicides commis par ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. Expliquez-nous très rapidement.
donc les suicides qui sont de plus en plus nombreux et qui ont augmenté depuis les attaques du 7 octobre, depuis les massacres du 7 octobre, des suicides donc au sein de l'armée israélienne, au sein de la police des frontières. Ce sont des personnes qui souffrent de chocs, de troubles post-traumatiques, qui sont pas soignées, pas accompagnées et qui malheureusement préfèrent tout simplement mettre fin à leur jour. Et en une semaine, il y a eu 4 Israéliens qui se sont donc donné la mort. Alors, merci beaucoup Océane Nicole. On regarde votre sujet et on en parle juste après avec notre invité. Or avait 33 ans. En 2010, comme tous les Israéliens de son âge, il commence son service militaire et entre dans l'unité Mistaravim, l'unité d'infiltration de la police des frontières. En 2013, Or Ohad décide de rester en service et de poursuivre sa carrière aux côtés des forces de la police des frontières. À son actif, des heures d'entraînement, des centaines de missions et des opérations parfois dangereuses. Dimanche matin, Or Ohad est retrouvé sur la route 6, le corps sans vie alors qu'il se rendait à une série de cours pour son unité. Il habitait Hadera. Or laisse derrière lui sa femme et 2 enfants. Si les circonstances de son décès ne sont pas connues, tout porte à croire que cet Israélien de 33 ans s'est suicidé. 4 jours plus tôt, c'est cette fois Amir Yardenay qui s'est donné la mort. Âgé de 36 ans, il a servi dans l'unité Égos de l'armée israélienne. En 2014, pendant l'opération Bordure Protectrice, Amir est dans la bande de Gaza. Pendant la bataille de Chouadjaya, où 13 soldats israéliens sont tués, il est le premier à arriver sur les lieux. Il évacue alors les morts et les blessés. Un événement particulièrement traumatisant pour le jeune homme âgé à l'époque de 26 ans. La semaine dernière, après des années de combat, Amir a finalement préféré mettre fin à ses jours. Son père et son frère dénoncent un manque d'accompagnement et de soins alors qu'Amir souffrait de troubles post-traumatiques. 4 suicides en tout en quelques jours et Israël peine à agir contre les suicides au sein de ses forces de sécurité. Et malgré le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, le pays ne parvient pas à endiguer le fléau, faute d'y mettre les moyens selon les familles des victimes et les nombreuses associations. Et pour en parler, je reçois, il faut être honnête, c'est un ami, Oren Orbitoun. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez parler généralement de votre ancienne carrière de commandant de section des Mistaravim, mais là, je vous ai demandé de venir ce soir en tant que cofondateur d'une association qui s'appelle Trauma for Good, d'une association de ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. Au-delà de votre souffrance, en tant que, puisque vous êtes vous-même atteint de syndrome post-traumatique, vous avez assisté cette semaine à 4 enterrements de frères d'armes, que vous connaissiez ou pas, de ceux qui ont préféré se donner la mort. Ma question, elle est simple. Comment on fait pour non seulement souffrir, mais en même temps renforcer ceux qui sont encore là ? Bonsoir à tous. Merci de m'avoir convié pour parler d'un sujet très important. Merci Mati. Le sujet post-traumatique est un sujet très dur, très douloureux pour moi et pour mes camarades qui en souffrent. Et je connais des camarades du service militaire. Ce sont ces combattants que l'État a envoyés se battre, mais quand ils sont blessés, eh bien, la bureaucratie est très très compliquée pour qu'ils puissent être reconnus face au système. J'ai été à plusieurs enterrements récemment et en permanence, je peux vous dire qu'il y a des suicides parmi les personnes qui ont vécu un post-traumatisme après leur service, ou bien ceux des forces de sauvetage, pas seulement les combattants, ceux aussi dans les forces de sauvetage, le Magen David Adom, les pompiers, les sapeurs-pompiers, tous ceux qui ont été recueillir les cadavres après le massacre de la Rave de Nova, tous ceux qui ont vu cela ont besoin aujourd'hui d'aide. Et malheureusement, l'État n'est pas préparé à cette vague qui va encore arriver. Ça va être un tsunami. Et moi, je m'attends à ce qu'au moins 100 000 post-traumatiques nouveaux rentrent dans ce cercle de souffrance. 160 000 nouveaux cas. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce que les États-Unis sont en train de vivre actuellement ? On en parlait hors antenne avec Océane Nicole, à savoir qu'il y a aujourd'hui cette information me rend fou.
Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plus de vétérans qui se suicident que de soldats américains qui sont morts sur le terrain des combats au Vietnam. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train, entre les lignes, de nous dire? Non, l'État d'Israël, c'est pas les États-Unis. Les combats et le système de recrutement aux États-Unis, c'est une armée professionnelle, c'est leur travail. Ici en Israël, les gens sont conscrits, des jeunes comme moi à 18 ans qui viennent défendre leur pays. C'est pas du tout la même chose. Le système est complètement différent là-bas. C'est vrai que là-bas, il y a 24 vétérans se suicident chaque jour. À chaque heure, il y a un vétéran qui se suicide. Ils s'écroulent sous le poids de ces milliers de vétérans qui se suicident. En Israël, on a des chiffres importants, mais ici, chaque personne qui se suicide pour cause de post-traumatisme, c'est une catastrophe atroce pour le pays. Parce que moi, je suis là, je peux vous dire, je suis post-traumatique, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une épouse et je peux continuer à fonctionner au quotidien. Il n'y a pas de raison qu'un autre post-traumatique qui a vu autant de choses terribles que j'ai vues ne puisse pas continuer à voir. On peut vivre avec son post-trauma, mais le système doit être prêt à cela. Le garde-frontière qui s'est donné la mort dont parle Océane dans le sujet, j'ai posé la question à des frères d'armes. J'ai posé la question à des policiers qu'ils connaissaient. Ils m'ont tous dit que c'était un homme heureux, qui souriait. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il disait bonjour, au revoir et se souciait des autres. À quel moment ça n'a plus fonctionné? Cette personne spécifique des gardes-frontières, il était dans le groupe des Mistarvim du Sud. Ensuite, il a été dans d'autres unités des gardes-frontières. Et puis après, il était sur la zone côtière. Je ne peux pas savoir pourquoi il s'est suicidé. Il n'a pas laissé de lettres. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est possible qu'il y ait là aussi des restes de son service militaire à Gaza. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que moi, j'ai rencontré le vice-directeur des forces de l'armée de Yoram Knafo et j'ai proposé de manière opérationnelle comment essayer de réduire le pourcentage des personnes suicidaires chaque année à l'armée et à la police. Je me suis adressé aussi au chef de la police à ce propos. Et pour vous dire la vérité, je n'ai eu aucune coopération à ce niveau. Mais nous sommes l'association Trauma for Good. On a été créé pour aider ces personnes qui ne savent pas comment continuer à vivre. Je précise que si on peut remontrer quand même l'adresse du site internet, parce que c'est très important, je ne le fais jamais. Je demande à tous les téléspectateurs qui regardent ce site internet s'ils veulent donner, faire des dons pour aider justement ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. C'est important. Ça sera l'une de mes dernières questions, Oren Orbitoun. Un réserviste, un ami à moi, qui est revenu, qui a passé 136 jours dans la bande de Gaza, revient, c'est un homme tout à fait normal. Il se met actuellement à boire, à fumer également de la drogue, du cannabis. Est-ce que ça, c'est aussi une partie du syndrome post-traumatique, d'aller chercher une sorte d'émulsion quelque part? Vous savez, vous dites cela et ça me donne des frissons parce que c'est tous les signaux d'alarme, s'allument ici. S'il a commencé à boire, s'il commence à toucher à la drogue, s'il s'enferme chez lui, s'il évite de rencontrer des gens, là vous avez tous les signaux d'alarme qu'il a besoin d'aide. Dans le post-traumatisme, il y a une fenêtre d'1 mois du moment du traumatisme. Ce n'est pas toutes les traumatisées qui souffriront de post-trauma, mais il y a 1 mois d'espace, de temps après le traumatisme où vous pouvez être aidé, où vous avez besoin d'une aide professionnelle. Celui qui ne demande pas cette aide professionnelle finira par développer un syndrome post-traumatique et là, ça l'accompagnera toute sa vie. Donc, je m'adresse ici, grâce à votre programme, ici, je m'adresse à tous ceux
qui ont été traumatisés. Allez demander de l'aide, allez voir le médecin, le psychiatre, le psychologue de l'armée pour qu'il vous aide, fasse un diagnostic, ça vous sauvera la vie. Et c'est important aussi pour la famille, parce que ceux qui souffrent du trauma, c'est la famille aussi. Justement, il nous reste très peu de temps. Si des familles francophones qui sont en Israël, dont les enfants souffrent, est-ce que votre association peut les aider également pour ceux qui ne parlent pas forcément hébreu? Oui, nous avons aussi des francophones dans l'association, des gens qui sont des bénévoles. Toute l'association chez nous, ce sont des bénévoles. Il n'y a pas de salariés et toutes les langues que vous voulez. Anglais, russe, français, arabe, toutes les langues possibles et imaginables. Ceux qui s'adressent à Trauma for Good auront l'aide ou le conseil. Ces derniers temps, on a même coopéré avec Microsoft. Sur notre site, il y a un bot pour répondre à des questions avec l'intelligence artificielle et ils reçoivent une première information pour vérifier s'ils sont post-traumatiques ou pas. Et on vous adresse immédiatement à un psychiatre pour être aidé par un professionnel et un conseil juridique pour présenter votre dossier au ministère de la Défense. C'est ce qu'on appelle l'armée du peuple ou le peuple de l'armée. Merci beaucoup, Oren Orbitoun, fondateur de Trauma for God et ancien commandant de section. Et ça, c'est important de le préciser. Des Mistaravim, c'est la raison pour laquelle vous connaissez parfaitement la situation et ceux qui reviennent du terrain et qui ont vécu des situations difficiles. Merci. Je souhaite que vous soyez justement au niveau de votre association. On l'espère tous. Je pense Océane. Je me fais votre porte-voix, mais on espère que vous soyez au chômage au niveau de cette association et que cette association n'existe plus à l'avenir. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. On parle d'une histoire à d'autres, ces histoires d'héros finalement qu'on ne connaît pas, ou alors à travers quelques minutes. Regardez celle-ci, des héros tout simplement qui ont soigné, sauvé, secouru et maintenu en vie des blessés à Alumim. Un reportage signé Guy Elad. וואי, כל הפרחים שלי מתו. אני מתה לבוא לפה איזה יום אחד ופשוט לעשות שטיפה של כל הבית. כאילו, זה היה פה כמו זירת פיגוע. מגבות ששמנו להם מתחת כי שטפנו אותם, קריות, הכל מלא בדם. אז קמנו באמת לאיזשהו משהו שהוא אחר. זאת אומרת, כולם אומרים, וגם באמת זו הייתה התחושה, שכאילו זה משהו שעוד לא היה פה. מתחילות להגיע הודעות, חשד לחדירה, יש חדירה, תנעלו את הבתים. גם כן, הבתים האלה, אתה הרי נותן בדלת בעיטה והיא נפתחת, אבל נעלנו את הבתים, הגפנו חלונות, וכאילו אתה מחכה לראות מה קורה. עמיחי שנמצא אצל התאילנדים בשלב הזה, הוא רואה את החדירה של המחבלים מהגדר פה של הקיבוץ. אז הוא דופק ספרינט מהמגורים של התאילנדים פה על היציר, וממה שאני מבין הוא בעצם נפגע פה מרימון שהם זורקים עליו. כשהגיע לפה כיתת כוננות, כשהגיע כי עמיחי אמר להם שיש פה חדירה, אז הם למעשה לקחו אותי והלכנו להביא את עמיחי שמצאנו אותו שוכב פה על הבטן. ואז הם נכנסו איתו והם ככה החזיקו אותו שניהם. בהתחלה ישבנו אותו פה, הורדנו לו את הקסדה, את הווסט, ככה לראות מה קורה. עיקר הפציעות היו בידיים. כל העצמות פה נשברו, אבל באותו רגע כמובן שלא ידעתי את זה. והיה לו פה, ביד הזאת, הוא כנראה נפגע מהנשק, שירו לו בנשק והמחסנית התפוצצה, ובקיצור זה ככה עשה לו בור יפה שמה.
אז התחלתי לחבוש אותו בעצם במעט חומרי חבישה שיש לי באמת. אני מחזיקה בבית בעיקר דבק להדבקות של ילדים. והמחשבה הייתה בעצם קודם כל לעצור את הדימום ולראות מה קורה. ואחרי כמה דקות השכבנו אותו פה גם בגלל החלון שהוא חשוף מאוד, והירי כל הזמן היה פה ממש ממש קרוב, וגם כי היה לו קצת קשה לשבת, הוא היה מאוד כאוב. אז השכבנו אותו פה, ואז הכנסתי לו עירוי, וביקשתי מצביקי שינסה לתלות את זה איכשהו. אז הוא לקח כבל של טלפון, השחיל ותלה את זה פה על הדבר הזה. ואז הוא בא עם הקשר שלו, עמיחי, ואז שמענו בקשר שיש עוד פצוע. שני חבר'ה הכניסו את אייל. ראיתי את אייל, ראיתי איך הוא נראה, אמרתי, אוקיי, זה סיפור אחר לגמרי. הוא היה חיוור מאוד, בקושי הצליח לעמוד. איך שהוא נכנס, הוא אמר לי, אני מחרחר, קשה לי לנשום. והשכבתי אותו פשוט ליד עמיחי. שניהם גרים בבית פה, שכנים אחד של שני, דו משפחתי, בבית לפנינו. הם הבית הראשון, הקו הראשון בעצם שהיה חשוף למחבלים. שניהם ליטרלי נלחמו על הבית, כי הלחימה הייתה פה, והם ידעו שפה הילדים והאישה. בהתחלה לא ראיתי איפה הוא נפצע, אבל הוא אמר שקשה לו לנשום, אז חיפשנו. אז גזרנו לו את החולצה, וככה סובבתי אותו קצת, ואז ראיתי בגב פצעי ירייה. ניסינו ככה לחבוש אותו, זה היה מאוד קשה, גם כי הוא היה מאוד מאוד כאוב בדיעבד. כל הכתף הזאת הייתה שבורה פרוקה מכדור שנכנס. הכנסתי לו גם עירוי. ופה בעצם ידעתי שאני חייבת לפנות אותו, אין לי יותר מדי מה לעשות איתו, זו פגיעה ריאתית. בשלב הזה, אחרי שמיכאלה טיפלה בהם ושהחלטנו שאנחנו צריכים לפנות אותם לבד בגלל שאמבולנסים בעצם לא מגיעים ומד"א לא עוברים את קו נתיבות, אז אני בעצם יוצא מהבית, כשכיתת כוננות נמצאת פה, כל האזור שבעצם מאיפה שהרכב שלי חנה, שזה הגדר של הבריכה וכל האזור של הבריכה וגן הדר שאחריה, הוא שורץ מחבלים. אז הם חיפו עליי. אני רצתי למטה להביא את הרכב, נסעתי פה על הדשא, ונכנסתי ברוורס, חניתי ליד הבית. שמנו את עמיחי לידי על הכיסא, השכבנו את אייל יונג עם הבלון חמצן שלו מאחורה על הכיסאות המקופלים. דרך הקיבוץ הגעתי לש"ג, וברגע שהשער היה פתוח אז נתתי גז ופשוט עפתי החוצה מהקיבוץ. הצומת כניסה להלומים בשלב הזה הייתה מכוסה בגופות, רכבים מפוצצים, ונסענו מהר מאוד, אני אפילו לא יודע אם ירו עליי. נסענו עם חלונות סגורים, הגענו לצומת סעד, וכמעט ירו בנו כוחותינו. אחרי זה בצומת שובה עוד הפעם כמעט ירו בנו, ובכניסה לנתיבות עוד הפעם כמעט ירו בנו. נכנסנו לנתיבות, נסענו על הכביש ההיקפי של נתיבות, יש שם תחנת מד"א. פינו את שני החבר'ה האלה על אמבולנסים. אייל הגיע לסורוקה ממש בדקה 90, ועמיחי גם כן קיבל שם טיפול. אפשר לשפוך את המים מפה, תגיד? בוודאי. כי אחרת זה לגמרי ימות, בגלל כל הגשם שהיה. לא היה פה שאלה בכלל, היה צריך לעשות את זה, הם היו פצועים, היינו צריכים לעזור להם עם הידע שיש לנו, וזה מה שעשינו. כאילו, באמת לא היה רגע של מחשבה של כן או לא, יש מצב נתון. זה אנשים שהצילו אותנו בסוף, בואי. נכון. עמיחי לא היה רץ לפה, המחבלים היו אצלנו בבית. מה שהציל אותנו זה שעמיחי נפצע פה למטה. כן. הם כולם, אחד אחד, הם פשוט חבר'ה אלופים, באמת. Ces super-héros civils aux super-héros, les réservistes dont on parle chaque semaine, c'est sur ce clip en musique qu'on se quitte. Tikva Shesh, pour terminer cette émission de défense, ces super-héros, ce sont les femmes aussi qui m'entourent chaque semaine pour réaliser l'impossible. Lucille, Tara et Océane, regardez.